Vous regardez un 24 News, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'agression sioniste contre Gaza se poursuit pour le 9e jour consécutif alors que l'armée de destruction massive se prépare à une invasion terrestre. 2506 Palestiniens sont tombés en martyrs. Après les coupures d'eau et d'électricité, les structures sanitaires sont en état d'alerte en raison de la pénurie imminente de carburant. Des dizaines de milliers de manifestants investissent Rabat en soutien à la cause palestinienne. Il s'agit de la manifestation la plus massive depuis que le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Et puis le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçoit son homologue de la République du Zimbabwe, Frédéric Moussiwa Chava, présent à Alger pour la 20e réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, avant de dérouler le fil de l'actualité, mesdames et messieurs, nous allons nous rendre à la présidence de la République où se trouve notre envoyé spécial Abdelkarim Boniato. Bonsoir Abdelkarim, vous allez revenir sur le Conseil des ministres qui s'est tenu cet après-midi sous la présidence du chef de l'État Abdelmajid Tebboune. مساء الخير نهاد ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. بالفعل كانت هناك عدة قرارات وأوامر رئاسية في مجلس وزراء اليوم. تبعنا أو من خلال ما رشح في 6 نقاط شملت عدة مجالات. المجال الأول الخاص بقانون المالية لعام 2024. السيد الرئيس أمر بتخصيص مجلس وزراء خاص بقانون المالية لسنة 2024 ليكون هناك دراسة تامة وشاملة لهذا القانون لتفادي أي أخطاء في أو عفوا لتفادي أي اختلالات اقتصادية واجتماعية قد تنجر عن عدم الدراسة الدقيقة لهذا القانون. أيضا شدد السيد الرئيس في مجلس وزراء اليوم على قضية الاستقلالية المالية للجزائر وأكد على ضرورة الحفاظ عليها وعدم اللجوء بتاتا إلى الاستدانة الخارجية بأي حال من الأحوال. أيضا من الأوامر التي ما وجه به الرئيس للحكومة هو مضاعفة جهودها للارتقاء بخدمات الإنترنت وخاصة ضمان مصادر تزويد لهذه الخدمة بما في ذلك الأقمار الصناعية، خاصة وأن هذه الخدمة أصبحت شريان للعديد من الخدمات التعليمية وحتى الاقتصادية وحتى كل المجالات، ولا بد أن يكون هناك توفير وضمان مصادر متنوعة لها لتفادي أي انقطاعات تضر بالمتعاملين الاقتصاديين أو أي متعامل في مجالات أخرى. أيضا من الأوامر التي صدرت في هذا مجلس الوزراء كان تمن الرئيس بتوجه الجامعة نحو إنشاء تخصصات جديدة في التكنولوجيا ومن ذلك منها تخصص الهيدروجين الأخضر. أيضا أمر الرئيس بإشراك المؤسسات الناشئة ويقصد الستارت اب بإعادة تأهيل وتوسيع مشروع السد الأخضر. أيضا من الأوامر الصادرة في اجتماع مجلس وزراء اليوم هي كانت لوزير الفلاحة، حيث أمر رئيس وزير الفلاحة بإعداد مخطط خاص بالمزارع النموذجية وتحديد الأهداف المرجوة بدقة مع إعادة النظر في الإطار القانوني والمهني لهذه المؤسسات. ربما كان كل هذا ما رشح إلى الآن من مجلس الوزراء على أن تكون هناك تفاصيل في البيان الكامل لاجتماع مجلس وزراء اليوم. Très bien, merci Abdelkarim Boniato. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à la présidence de la République.
Retour à présent sur l'actualité brûlante de ce dimanche, au 9e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, alors que l'armée de destruction massive se prépare à une invasion terrestre de la région. 2506 Palestiniens sont tombés en martyrs et 10 400 autres ont été blessés. Les habitants de Gaza vivent au rythme des interminables raids aériens, des raids qui n'épargnent aucune âme. Plusieurs personnes seraient mortes après une frappe contre un bâtiment du camp de réfugiés d'Al-Shati à Gaza, alors que les forces de défense civile et les habitants travaillaient à retrouver des survivants. Et vous le voyez, le massacre continue. 20 Palestiniens, pour la plupart des enfants, sont tombés en martyrs dans le bombardement de la maison familiale d'Al-Ajrami à Deir el-Balah. Toujours dans la bande de Gaza, selon les survivants, le ciblage a été effectué sans aucun avertissement. Et face à ces attaques incessantes, la riposte palestinienne ne se fait pas attendre. Les brigades d'Al-Qassam ont ciblé la colonie de Sderot dans le sud des territoires palestiniens occupés, faisant fuir les habitants de la région. L'hôpital Al-Shifa continue de recevoir un flux de Gazaouis blessés, dont un certain nombre d'enfants blessés qui, pour la plupart, ne peuvent pas recevoir les soins nécessaires en raison des moyens qui viennent à manquer au niveau des hôpitaux. Il est à noter que durant les dernières 24 heures, 300 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées, 800 autres blessés. Et nous le disions en titre, après les coupures d'eau et d'électricité, place maintenant au manque de carburant. Les structures sanitaires sont en état d'alerte en raison de cette pénurie imminente de carburant. Ne disposons pas des ressources et des équipements médicaux nécessaires pour faire face à l'afflux des dépouilles et des blessés. Retour sur cette situation critique avec Amel Amaziane-Sitouni. La réalité dépasse l'imagination. Ce sont les propos du médecin consultant au complexe de soins intensifs de l'hôpital Nasser, deuxième plus grand hôpital de Gaza, dont les salles sont remplies de patients blessés, pour la plupart des enfants. Nous sommes en fait confrontés à une situation catastrophique. Je parle d'une des extensions de l'unité de soins intensifs qui est pleine à craquer de blessés. La plupart d'entre eux sont des enfants. Ils ont moins de 3 ans. Des centaines de blessés graves sont arrivés à cet hôpital au cours des 8 derniers jours et nombre d'entre eux risquent la mort car le carburant devrait manquer d'ici lundi. Nous parlons d'une panne de carburant lundi soir qui signifie que tout le système de santé sera fermé. Nous ne pouvons pas assurer le service. Le service de santé sera coupé. Tous les patients en soins intensifs dans l'unité de dialyse seront confrontés au danger de mort. Nous parlons donc d'une autre catastrophe, d'un autre crime de guerre, d'une autre tragédie qui serait historique et qui ne s'est pas produite auparavant. Il y a des massacres, des destructions massives. Ils ont également arrêté le carburant, l'eau et l'électricité pour environ 2 millions de personnes qui étaient déjà sous blocus auparavant. Alors que les bombardements sur Gaza avec des frappes aériennes ont détruit des centaines de bâtiments et tué plus de 2200 Palestiniens, 2,3 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et courante après que l'entité sioniste a coupé l'eau et l'électricité dans l'enclave, et ce après la riposte du Hamas la semaine dernière. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Nous devons transférer ces patients à l'extérieur, vers un autre hôpital. Les agences des Nations Unies et les groupes humanitaires implorent l'occupation sioniste d'autoriser les livraisons d'urgence de carburant et d'autres fournitures dans la région de Gaza. Et alors que la situation se détériore d'heure en heure et que les hôpitaux se retrouvent submergés, les médecins de l'hôpital pour enfants Kamal Edouane, situé au nord de Gaza, ont reçu l'ordre d'évacuer. Ils refusent néanmoins de laisser des dizaines de nouveau-nés qui reçoivent des soins vitaux. Iman Merad.
Dans la bande de Gaza, les bombardements sans relâche des forces d'occupation sionistes s'intensifient. Les hôpitaux croulent sous le nombre de blessés, les arrivées des familles se poursuivent quotidiennement, le personnel soignant est débordé, une situation effroyable. Les médecins de l'hôpital Kamal Adwan au nord de Gaza ont été sommés d'évacuer les lieux, mais ils refusent d'abandonner leurs patients, des dizaines de nouveau-nés qui reçoivent des soins vitaux. Si vous voulez nous tuer, tuez-nous pendant que nous continuons à travailler ici. Nous ne partirons pas. Il nous faut des jours et des semaines pour trouver une autre place. Malheureusement, il n'y a pas de crèche vide dans ces conditions difficiles. La situation est vraiment dangereuse. Si je peux savoir ce qui va se produire, je vous dirai très tôt que transférer ces enfants de cet endroit signifie les condamner à mort. Ils mourront et cet équipement ne fonctionne qu'avec de l'électricité et de l'oxygène. Affligé, le docteur Hussam Abou Safia a déclaré qu'évacuer les enfants de l'hôpital signifiait les condamner à mort. La plupart d'entre eux étant dépendants de respirateurs et d'incubateurs pour traiter diverses maladies. Comme vous pouvez le constater, cette section regorge de cas de nouveau-nés. Ces enfants dépendent principalement du matériel médical, car ils souffrent de maladies spécifiques avec lesquelles ils sont nés. Aucun humain au monde ne peut accepter de débrancher ces enfants de cet équipement et de les transférer vers un autre endroit. Par ailleurs, les patients qui reçoivent un traitement d'hémodialyse à Khan Younes, le deuxième plus grand hôpital de Gaza, risquent de manquer de carburant dans les 24 heures, suite au blocus imposé par le colon sioniste. Par ailleurs, les patients qui reçoivent un traitement d'hémodialyse à Khan Younes, le deuxième plus grand hôpital de Gaza, risquent de manquer de carburant dans les 24 heures, suite au blocus imposé par le colon sioniste, privant les Gazaouis de carburant, d'électricité et d'eau, un crime de guerre dénoncé par l'ONU. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré ce dimanche matin que 300 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes, avaient été tuées et 800 autres blessés à Gaza au cours des dernières 24 heures. Et puis les Gazaouis qui ont réussi à fuir le nord de la ville se dirigent vers Khan Younes où les habitants se préparent à les accueillir avec des repas. On rappelle que les Gazaouis ont été forcés à se déplacer et qu'ils ont été privés d'eau et de nourriture. Nous fournissons des repas aux gens et vous pouvez le voir, nous cuisinons au feu parce qu'il n'y a pas de gaz. On nous a dit que des marchandises entreraient par le terminal de Rafah, notamment du gaz et d'autres produits. Nous avons utilisé de l'essence pendant les 2 premiers jours, mais nous sommes ensuite tombés en panne d'essence. Nous n'avons plus rien. Alors nous cuisinons sur le feu pour les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger ou de boire. Les civils veulent vivre. Certaines personnes nous ont approchés pendant qu'on cuisinait, nous disant qu'ils n'avaient rien mangé depuis 4 jours. Les gens s'enfuient sans nourriture, sans boisson, ni abri, et personne ne s'occupe d'eux. Personne ne leur demande « qu'est-ce que tu veux manger ou boire ?» Nous avons besoin de soutien pour que les gens puissent manger et boire afin que nous puissions leur fournir de la nourriture et des boissons. Des milliers de personnes ont besoin de nourriture. Il n'y a ni nourriture ni boisson. Il n'y a même pas de vêtements. Il n'y a absolument rien. L'aide humanitaire aux portes de Gaza, un avion chargé de fournitures médicales de l'Organisation mondiale de la santé à destination donc de la bande de Gaza a atterri samedi à l'aéroport d'El Arish dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Selon le Croissant Rouge égyptien, l'aéroport est à près de 2 heures de route du poste frontière de Rafah. Le Croissant Rouge coordonne avec le ministère égyptien des Affaires étrangères et le ministère de la Solidarité sociale pour faciliter l'acheminement de l'aide en provenance de différents pays. L'aéroport d'El Arish a été rouvert par le président pour permettre l'acheminement de l'aide internationale. L'aide est reçue ici à l'aéroport et stockée dans des entrepôts spéciaux jusqu'à ce que le poste frontalier soit
sera ouvert pour acheminer l'aide au Croissant-Rouge palestinien. Le premier vol est venu de la Jordanie transportant 14 tonnes de matériel médical. Il a été suivi par 3 avions du Croissant-Rouge de la Turquie qui transportaient de l'aide médicale et alimentaire. Chaque avion était chargé de 24 et 28 tonnes d'aide. Ensuite, il y a eu une aide humanitaire des Émirats arabes unis et enfin un autre vol provenant de l'Organisation mondiale de la santé. Et sachez qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité égyptien s'est tenue ce dimanche sous la présidence de Abdel Fattah al-Sisi. Dans un communiqué à l'issue de cette réunion, l'Égypte a formulé son refus catégorique du déplacement forcé de la population palestinienne et les tentatives de liquidation de la cause palestinienne au détriment des pays de la région. Et puis concernant donc la situation humanitaire, l'Égypte réaffirme son engagement à garantir l'assistance nécessaire face à la situation catastrophique. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères à Doha, où il a été question de l'attaque abjecte que subissent les innocents palestiniens, mais aussi de la riposte du Hamas. Haniyeh et Abdollahian ont convenu de poursuivre la coopération pour atteindre les objectifs du groupe. Pendant ce temps, le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique annonce tenir mercredi prochain à Jeddah une réunion extraordinaire d'urgence au niveau ministériel pour discuter de cette agression sioniste et de la détérioration de la situation humanitaire en Palestine. Samedi, le secrétariat général de l'OCI avait exprimé son rejet et sa condamnation absolue des appels de l'occupation sioniste au déplacement forcé du peuple palestinien et des tentatives de transférer la crise humanitaire exacerbée par l'occupation vers les pays voisins. Et vous allez le voir à l'écran, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé ce dimanche à Rabat en solidarité avec le peuple palestinien. Il s'agit de la manifestation la plus massive depuis que le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste en 2020. En Tunisie, cette fois-ci, le président Kais Saïed a réaffirmé ce dimanche son soutien et sa solidarité au peuple palestinien face à la poursuite de l'agression de l'occupant. S'exprimant lors de la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de l'évacuation à Bizerte, le président tunisien a assuré que l'État tunisien continuera d'œuvrer pour la libération de la Palestine. La création de l'État palestinien indépendant sera une porte de sortie pour parvenir à une coexistence pacifique entre la Palestine et l'entité sioniste. C'est du moins ce qu'a déclaré samedi l'envoyé spécial de la Chine pour les affaires du Moyen-Orient. Zai Jun a réitéré la position de la Chine sur la question. Il a également rappelé que son pays avait joué un rôle actif dans la réalisation du cessez-le-feu et la proclamation de pourparlers de paix entre les deux parties. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a souligné 4 points clés. Cesser le feu, éviter les catastrophes humanitaires, promouvoir la désescalade et laisser les Nations Unies jouer leur rôle qui leur revient. Ces points sont basés sur la position constante de la Chine sur la question palestino-israélienne, du cessez-le-feu, cessation de la violence, promotion des pourparlers de paix et promotion d'un règlement politique. La cause profonde de la question palestinienne réside dans le fait que le souhait de longue date de la Palestine de créer un État indépendant n'a pas été réalisé. La solution réside dans la création d'un État palestinien indépendant, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de la solution à 2 États et la réalisation de la coexistence pacifique de la Palestine et d'Israël. Depuis le début du conflit israélo-palestinien actuel, la Chine a communiqué et coordonné avec les parties concernées. Les parties concernées espèrent toutes promouvoir un cessez-le-feu et mettre fin à la violence, en attendant avec impatience la reprise du processus de paix au Moyen-Orient. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce dimanche son homologue de la République du Zimbabwe, Frédéric Muziwa Chava, qui se trouve en Algérie dans le cadre de sa participation à la 20e réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques, dont les travaux débuteront demain lundi. Les entretiens ont porté essentiellement sur la dégradation de la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Gaza. Les deux parties ont également réitéré leur appel aux organisations et instances internationales pour agir en vue de faire cesser les crimes horribles commis contre le peuple palestinien et demander des comptes à leur auteur.
Je viens de sortir de la réunion bilatérale que j'ai tenue avec le ministre algérien des Affaires étrangères. Nous avons échangé à cette occasion nos points de vue en vue de la participation à la réunion des chefs de la diplomatie des pays d'Afrique et d'Europe du Nord qui se tiendra à Alger. Je suis honoré de participer à cette session. Nous avons saisi cette occasion afin d'échanger les avis sur les questions d'intérêt commun. Nous avons également discuté de la situation dramatique dans les territoires palestiniens occupés et à Gaza, où la population civile fait face à une situation très difficile en conséquence à l'agression israélienne, ce qui impose de discuter et de s'impliquer. Israël est en train de forcer au déplacement pas moins de 1,1 million de personnes du nord au sud de Gaza. Acteur clé dans la région du Sahel, l'Algérie réaffirme son engagement envers la stabilisation et la reconstruction de la région en coopération avec ses partenaires internationaux pour résoudre les nombreuses crises qui sévissent dans cette partie de l'Afrique. Cette démarche s'inscrit dans une approche globale de développement durable visant à apporter la paix et la prospérité sur le long terme dans la région du Sahel. Mohamed Wali Ben Chaban. Le Sahel, une région en proie à des défis multiples, des conflits armés, des crises humanitaires et des menaces terroristes, a désespérément besoin d'une approche intégrée pour sa stabilité. L'Algérie, nation voisine et leader régional, a constamment travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour atténuer ces conflits. Afin de faire face aux défis de sécurité, de stabilité et de développement sur le continent, en particulier au Sahel, qui nécessitent les efforts concertés de tous les partenaires internationaux et africains, notamment dans le cadre de l'Union africaine, dans le but d'activer les systèmes d'alerte précoce pour les crises internationales et conflits, en encourageant leur résolution pour mettre fin aux conflits internationaux par des moyens pacifiques, renforçant les mesures de confiance mutuelle, ainsi que la reconstruction et le développement pendant la période post-conflit. Pour contrer efficacement la menace terroriste au Sahel, l'Algérie, qui a joué un rôle crucial dans le passé pour la restauration de la paix, partage son expérience avec ses partenaires internationaux. Notre objectif principal, c'est de élargir nos connaissances mutuelles en ce qui concerne les réalités, les visions et les bonnes pratiques existantes dans la région en ce qui concerne le thème général de ce cours qui est la stabilisation et la reconstruction post-conflit. L'Algérie, une voie d'expérience, propose également son soutien et son expertise à ses voisins du Sahel. Participer à cette formation, ça nous permettra d'améliorer nos process et de mieux être efficaces sur le terrain. C'est surtout un partage d'expériences et de connaissances pour permettre d'éradiquer ce terrorisme qui endeuille nos familles et nos populations au Burkina Faso et plus généralement dans le Sahel. Nous venons là, l'espoir donc c'est d'apprendre des autres expériences, c'est aussi d'être confronté à des situations réelles. Il y a des chercheurs qui sont là, il y a des praticiens en fait, des spécialistes donc des questions de paix et de stabilité, donc avec qui nous allons discuter, partager les différentes expériences auxquelles nous sommes confrontés. La coopération régionale est essentielle pour lutter efficacement contre les conflits au Sahel. L'Algérie a activement participé à cette coopération en organisant des réunions diplomatiques, en fournissant un soutien indéfectible visant à restaurer la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Sport football, avant de se quitter, la sélection algérienne affronte demain à 17h heure algérienne son homologue égyptienne à Al Ain aux Émirats Arabes Unis, un match amical qui entre dans le cadre de ses préparatifs en vue des 2 premières journées de qualification de la Coupe du Monde 2026 prévue en novembre. Salah Faisal. Le derby nord-africain se jouera demain en amical après 13 ans de leur dernière confrontation. Les Fennecs d'Algérie s'opposeront aux Pharaons d'Égypte en match amical au stade Haza'a Ben Zayed à 17h algérienne. Un match référence pour les entraîneurs des 2 sélections afin de préparer les prochaines échéances, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui débuteront ce mois de novembre et la CAN ivoirienne au mois de janvier. L'affiche Algérie-Égypte est une rencontre entre 2 sélections du top 10 africain. L'Algérie 4e du continent au classement FIFA et l'Égypte 5e et finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique.
Le match dans le match, la rencontre est un rendez-vous unique. La première rencontre entre Riyad Mahrez et Mohamed Salah sous les couleurs de leurs sélections respectives. Le match est une occasion pour Belmadi Rui Vitoria afin de déterminer l'état de leurs joueurs et sélectionner les meilleurs pour la CAN. Le rendez-vous est très important aussi pour les joueurs des deux sélections afin de s'imposer et s'intégrer pour les nouveaux, et aussi pour trouver les automatismes. Les deux équipes ne se sont pas affrontées depuis la demi-finale de la CAN en Angola le 28 janvier 2010, largement remportée par l'Égypte sur le score de 4-0. Cette victoire est venue après la qualification historique des Verts à la Coupe du Monde 2010 suite à une victoire des Fennecs au match barrage à Omdurman sur le score d'1-0. L'Algérie et l'Égypte se sont rencontrés à 27 reprises. L'Égypte mène le bal avec 10 victoires contre 7 pour l'Algérie, alors que 10 matchs se sont soldés par un score nul. Il s'agit du 8e match amical de l'histoire entre les deux nations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.